Bien, bonjour. Merci beaucoup de me permettre de contribuer à ces travaux. J'en suis très content. Je suis enseignant-chercheur à la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry, dans le laboratoire de pharmacognosie, c'est-à-dire la chimie des substances naturelles. J'ai pris la succession dans ce labo du professeur Gilbert Fournier, qui a été notamment à l'origine de la méthode de dosage européenne qui fait actuellement force de loi pour le dosage du chanvre à fibres, et qui a fait beaucoup de travaux dans ce domaine. Et je prends cette suite, notamment sur les aspects analytiques, sur lesquels il y aurait beaucoup à dire. Mais aujourd'hui, on m'a confié comme mission de vous présenter des aspects qui vous intéressent beaucoup au vu des questions que j'ai entendues depuis que je suis là. J'espère que cette présentation va répondre à certaines questions et pour sûr, elle va en soulever d'autres. Je vous propose le plan suivant sur lequel je passe rapidement. Vous avez les documents à votre disposition et toutes les informations qui figurent dans cette présentation sont issues des références qui sont à la fin de cette présentation. Je reviendrai quasiment pas sur l'aspect chimique. J'ai fait l'effort de ne vous mettre aucune structure. J'espère que vous apprécierez l'effort pour un pharmacien. Avant d'arriver aux aspects vraiment de pharmacocinétique, j'aimerais vous rendre sensible à certains aspects qui vont encore complexifier l'image. Jusqu'à présent, vous vous concentrez sur les cannabinoïdes, mais il n'y a pas que ça dans le chanvre. Il y a environ 600, on considère qu'il y a 600 constituants, une centaine de cannabinoïdes, on vous l'a dit, mais il y a aussi des terpènes, on va y venir, des flavonoïdes, et puis encore d'autres constituants. Le fait qu'il n'y ait qu'une seule espèce, Denis Belnaud vous l'a précisé. Le fait qu'il y ait 3 chimiotypes, ces sous-espèces peuvent être corrélées à ce qu'on appelle un chimiotype, c'est-à-dire que morphologiquement, c'est toujours une seule espèce, mais les caractéristiques chimiques de ces plantes font qu'on détermine des races ou des lignées ou des sous-espèces. Donc pour les cannabinoïdes, jusqu'à présent, historiquement, il y a 3 chimiotypes. Qui date des années 70, c'est les Américains qui avaient déterminé ça, auxquels on peut raisonnablement rajouter des chimiotypes à cannabigérol, à CBG, qui sont issus de la sélection variétale par la filière du chanvre à fibres, et aussi des variétés à cannabichromène. Donc ça complexifie encore l'aspect. Et concernant les terpènes, qui sont une autre famille de molécules chimiques, il y a au moins 5, voire 15, des dizaines de chimiotypes différents. Donc prenons, j'ai pris le parti de nous focuser un petit peu sur 3 grandes familles, les cannabinoïdes, les terpènes et les flavonoïdes. Et je regroupe sur ce triptyque d'informations, on va dire physico-chimiques, des informations comme le point d'ébullition et le log de P. Donc concernant les cannabinoïdes, comment interpréter ces chiffres? Ces valeurs sont très grandes, donc ça veut dire que les produits sont très lipophiles. Une valeur de 1, c'est-à-dire qu'il y aura 10 fois plus de cannabinoïdes qui iront dans l'huile que dans l'eau. Donc vous voyez que ce sont des composés très gras. Vous le saviez, les valeurs exactes sont là. On trouve beaucoup de valeurs dans la littérature, sur Internet. Ces valeurs-là sont issues de bases de données chimiques qui font référence. Et concernant le point d'ébullition, qui est important quand on parle de vaporisateurs, de cigarettes, vous voyez ici que les points d'ébullition sont très variés. Et que pour les formacides, par exemple, elles sont a priori pas très volatiles. Mais elles se décarboxylent, donc elles se transforment en forme plus volatile. Ça, ce sont des valeurs, pour ainsi dire, théoriques, parce qu'elles se portent sur des molécules qui seraient pures. Or, dans le chanvre ou dans des extraits, c'est mélangé à plein d'autres molécules, et donc ça modifie forcément ces caractéristiques de libération à partir d'une matrice donnée. Des points importants sont que cette grande liposolubilité permettent de passer la barrière hémato-encéphalée. J'attire votre attention sur le fait que la formacide du THC, si elle est absorbée, c'est-à-dire si elle arrive dans la circulation sanguine, elle ne se transforme pas en THC. Ça, c'est très intéressant. Ne me demandez pas trop d'informations sur les conséquences cliniques et pharmacologiques. Ça nécessiterait une exploration. Mais à ce stade, ce n'est pas les aspects sur lesquels je me suis concentré. Et le rapport THC sur CBD, ça je présume qu'on vous l'a déjà évoqué, est très important cliniquement pour sa part, puisque une forte teneur en CBD compense les effets négatifs du THC, etc. Concernant les terpènes,
Donc la teneur en terpènes est moins grande. Par contre, pour les usagers, apparemment, elle est très importante parce qu'elle détermine le goût et comment dire, le plaisir qu'il peut y avoir à distinguer des espèces, en tout cas. Une fois de plus, quelques exemples de molécules ici. Elles sont beaucoup plus volatiles, encore que vous remarquez que ce sont des points d'ébullition qui sont au-dessus de 100 degrés. Donc on a coutume de dire que ces produits sont volatiles. Odorants ou aromatiques serait plus approprié parce que ces molécules-là, ces terpènes, sont moins volatiles que l'eau. En fait, on les détecte parce qu'on a des récepteurs olfactifs très, très développés. Et donc, par exemple, il est tout à fait possible d'obtenir une huile essentielle de chanvre qui n'a rien à voir avec l'huile de cannabis. D'accord ? L'huile de cannabis, c'est les cannabinoïdes dans une huile grasse. L'huile essentielle, c'est comme par exemple de l'huile essentielle de romarin ou d'eucalyptus. Et au laboratoire, j'en dose régulièrement pour détecter les traces de THC à l'intérieur. Mais donc, c'est une famille de molécules qui explique aussi l'odeur du chanvre. Ces terpènes sont très volatiles, donc si on fait un extrait solide, par exemple, en général, ils se seront échappés. Et globalement, aussi, un point important, c'est que les terpènes qui sont dans le chanvre sont globalement plutôt peu toxiques, contrairement à certains terpènes qui peuvent causer des convulsions ou d'autres effets sur le système nerveux central. Ce n'est pas le cas pour le chanvre. Concernant les flavonoïdes, ça m'a semblé assez difficile de trouver des teneurs, mais ce sont des composés ubiquitaires, on les trouve dans toutes les plantes, notamment au niveau des feuilles. C'est essentiellement des produits qui sont pensés comme étant des protecteurs par rapport au rayonnement UV. Ce sont des molécules très peu volatiles, donc celles-là ne vont pas passer par une vaporisation, et elles sont plus hydrophiles, donc elles par contre peuvent peut-être passer dans une tisane. Leur métabolisation est très complexe, elles sont en partie dégradées dans le tube digestif, dans le sang, c'est très compliqué, je ne me suis pas focusé là-dessus. Pourquoi est-ce que je vous ai embêté avec ces trois grandes familles? C'est parce que vous allez voir qu'il y a des conséquences cliniques sur les teneurs respectives. Et donc par rapport à ces chimiotypes de cannabinoïdes, on a vu qu'il y a trois grandes classes de chimiotypes, enfin on va dire 5 concernant les cannabinoïdes. Certains ont été en quelque sorte protégés ou brevetés, appartiennent à des entreprises, mais des chimiotypes artisanaux, comme les noms un petit peu fleuris qu'on trouve sur Internet, il y en a des milliers et des milliers. Alors est-ce qu'elles sont stabilisées? Ça c'est toute une autre question. Je vous mets l'exemple ici de 5 variétés déposées officielles produites aux Pays-Bas par une entreprise qui s'appelle Bedrocan. Vous voyez qu'il y a des variétés fortes en THC, faibles en CBD, moins fortes en THC, mais toujours majoritaire THC, un exemple de variété égale, une variété forte en THC, enfin à peu près égale, mais avec une teneur en terpènes particulière, ou des variétés fortes en CBD. Vous avez la réponse ici, pour l'instant, industriellement, c'est du 9% en CBD. Aux États-Unis aussi, beaucoup de travaux là-dessus. Alors eux s'amusent, c'est pas très scientifique, mais c'est un écho commercial très grand. Ils font des cartes selon le profil aromatique des espèces, etc. Donc si c'était juste sur un aspect de goût et d'odeur, ce serait pas très intéressant. Le problème, c'est que l'avancée clinique dans ce domaine montre qu'il y a des effets de synergie entre ces composés. Concernant les cannabinoïdes, on l'a déjà vu que le cannabidiol peut modérer les effets du tétrahydrocannabinol. Ils sont tous, je vous liste ici toute une série d'autres cannabinoïdes qui ont des effets cliniques aussi. Et concernant les terpènes, en eux-mêmes, ils ont aussi des effets sur le système nerveux central ou sur des symptômes cliniques qui sont du ressort du comité, la douleur, ce genre de choses. Donc on voit qu'il peut y avoir effectivement une synergie, alors qui peut être pharmacodynamique, c'est-à-dire que ça va avoir un effet, par exemple, analgésique, per se, mais qui peut aussi permettre une meilleure absorption des cannabinoïdes. Ça peut devenir très compliqué, mais il y a une synergie qui est relativement démontrée cliniquement aujourd'hui. Je passe sur les flavonoïdes par manque de temps. Donc l'aiguillon que je vous propose ici, c'est est-ce qu'on veut prendre en compte ces effets de synergie, oui ou non, dans le cadre de la réglementation et de l'autorisation française, sachant que du point de vue des utilisateurs et on va dire de la recherche aux États-Unis, entre autres, c'est très mis en avant actuellement. J'en viens maintenant aux formes galéniques et aux notions d'absorption qui vous intéressent beaucoup.
Et je me focaliserai sur l'absorption parce que c'est la caractéristique ADME qui détermine les plus grandes variabilités entre les voies d'administration, en plus de la variabilité liée au fait que ce soit une matrice végétale, sur laquelle je me suis restreint de donner mon avis. Donc on va passer en revue la forme fumée, inhalée, etc. Donc par forme fumée, j'entends avec combustion, donc c'est donc dans une cigarette. Ça concerne donc soit des fleurs, soit des granules de matières premières végétales. 30% sont détruits par la combustion. Et puis ensuite, on considère que la biodisponibilité, c'est de 10 à 30% pour les cannabinoïdes et 50 à 80% pour les terpènes. C'est normal, c'est plus volatile. Donc vous remarquez que dans les formes et les effets des formes fumées, l'effet des terpènes est de loin pas négligeable. Un autre aspect, c'est que sur cette forme-là, c'est très rapide. L'effet est très rapide. Quelques minutes, l'effet survient. Ça va avoir des conséquences sur lesquelles on va revenir. La variabilité liée à ce mode d'administration est très grande aussi, selon la force avec laquelle on va aspirer, le temps qu'on va garder l'inhalation, tout ça c'est extrêmement variable, mais qui détermine quand même une biodisponibilité relativement modérée. Concernant la forme inhalée, j'entends par là les formes qui passent par une vaporisation d'une matière première, qu'elle soit végétale ou autre, mais sans combustion. Donc c'est ce dont la plupart d'entre vous avez entendu parler, les vaporisateurs et autres. Alors, il semblerait que le profil pharmacocinétique est similaire à l'effet cigarette, avec néanmoins une biodisponibilité plus grande. Il n'y a pas de perte liée à la fumée annexe et puis à la combustion. Le délai est très court également, la durée d'action du même ordre, quelques heures. Alors cliniquement, on peut adapter cette forme, si on exclut, là on est tous d'accord, on exclut les formes incluant une combustion, mais ces formes inhalées sont adaptés à des symptômes aigus, c'est-à-dire, ou alors des recrudescences de douleurs, alors qu'on serait déjà avec un contrôle, soit par antidouleur, soit par cannabinoïdes sous une autre forme. Concernant les modes possibles d'inhalation, je distingue les cigarettes électroniques et puis les vaporisateurs. La grande différence étant que dans les cigarettes électroniques, il y a un autre solvant. Le propos de est-ce que c'est toxique ou pas, comment contrôler ça, c'est un autre sujet. Les températures du phénomène de vaporisation est autour de 170 degrés, sachant qu'il est d'environ, il est réglable, mais en général autour de 190 degrés dans les vaporisateurs, qui sont des formes d'instruments. Je passe rapidement ici pour illustrer mon propos, dans lesquels on met une certaine quantité de matières premières végétales, et il y a un courant d'air chaud qui vaporise autour de 190 degrés, qui vaporise les substances volatiles, donc certains cannabinoïdes et les terpènes, et qui permet de les inhaler sous forme de fumée relativement froide, avec beaucoup de modèles, soit portables, et pas forcément beaucoup de contrôle et d'études cliniques là-dessus, avec des formes plus, c'est les Israéliens qui développent ça, ou des cigarettes électroniques, beaucoup de business là-dessus. Donc globalement, l'effet est très rapide également. Je vous mets ici en référence, je ne m'attarde pas là-dessus, sur les taux plasmatiques suite à une administration d'une certaine quantité de THC, avec malgré tout une variabilité assez grande quand même. Concernant les formes orales, qui sont de mon point de vue loin d'être négligeables, je distingue cannabinoïdes, terpènes, flavonoïdes. Concernant les cannabinoïdes, la biodisponibilité est extrêmement variable aussi, elle varie entre 10 et 95%. Globalement, elle devait être relativement bonne parce que ces molécules sont quand même solubles dans les lipides, devraient traverser les membranes cellulaires relativement facilement. Les paramètres interindividuels et puis du bol alimentaire associé déterminent aussi la variabilité. Un aspect pharmacocinétique important, c'est que ces formes ont un délai d'apparition beaucoup plus lent. Il faut 2 à 3 heures. Il y a un cycle entérohépatique, donc il peut y avoir un effet rebond qui fait qu'il y a un deuxième pic plasmatique. Et que suite à une administration orale, le rapport entre la forme THC et les autres cannabinoïdes est tout à fait différent de la forme inhalée. C'est-à-dire que par une forme orale, on va avoir une apparition dans le plasma de différents cannabinoïdes en même temps, parce qu'ils auront été métabolisés par le foie, entre autres.
Il y a eu une petite polémique récemment sur le fait que le cannabidiol pouvait se transformer en THC. Apparemment, ce n'est pas le cas. Il ne se transforme pas en THC dans le tube digestif. Et le type d'huile vecteur, alors là, si on parle de forme orale, il y aura forcément, pour certaines formes, des mises en solution dans les huiles. Alors selon que ce soit une huile de chanvre, de graines de chanvre, de tournesol, avec des oméga 3 ou pas, ça peut influencer la biodisponibilité. Donc il y a toujours des paramètres à tous les niveaux, il y a de la complexité. La biodisponibilité des terpènes par voie orale n'est pas tellement explorée, mais a priori, elle ne doit pas être très nulle. Tandis que là, c'est une voie d'absorption classique et alimentaire concernant les flavonoïdes. Un exemple de forme orale, c'est le marinol, qui est du tétrahydrocannabinol pur dans la glycérine. Donc est-ce qu'on peut prendre ça comme référence par rapport à une forme, un extrait par exemple avec d'autres constituants, ou bien voire même une poudre de cannabinoïdes broyés, on fait bien ça pour toutes sortes de plantes. Est-ce qu'on peut comparer? Il faut explorer ça plus en détail. Concernant les formes sublinguales, c'est le cas du Sativex. D'après mes recherches, ce que j'ai compris, c'était que c'était un assemblage, comme le champagne, de deux extraits au CO2 supercritique, un riche en THC, l'autre riche en CBD, ce qui leur permet d'avoir un rapport constant. Caractéristique, c'est que, en gros, c'est pas très différent de la forme orale. La pharmacocinétique de la voie sublinguale, ou oromucosale en anglais, est à peu près la même que la forme orale. Avec des retours d'utilisateurs concernant le Sativex, qui est que comme c'est une solution alcoolique, c'est un petit peu désagréable, c'est irritant pour les muqueuses, etc. Donc pas forcément une solution parfaite. Il n'y a pas que le Sativex, il y a d'autres formulations dans l'huile par exemple aux Pays-Bas. Rapidement, les formes rectales existent, il y a quelques études là-dessus. La forme transcutanée, alors qui peut être soit des crèmes, soit des gels, soit des patchs, peut être explorée aussi, a peut-être un avenir. Il y a différentes positions là-dessus. C'est évident que pour des affections cutanées de l'acné, par exemple, là c'est hors indication CSST, mais ça se trouve dans la littérature, c'est relativement évidemment privilégié, etc., ou des douleurs localisées, arthrose ou autres, pourquoi pas des formes topiques. Énormément de formes en développement, ça bouge énormément dans ce domaine-là. Je passe rapidement, vous pouvez revenir là-dessus à loisir. Et un aparté très rapide sur le fait que le domaine alimentaire s'intéresse de près à tout ça, croyez-moi si vous voulez, et que le secteur des boissons pour adultes est très intéressé, et il y a une pression énorme sur le fait ça peut être l'alcool des millenniums futurs. Un essai de synthèse vous est présenté ici avec des avantages et des inconvénients pour chaque forme. Donc j'ai vraiment fait l'effort de ne pas venir vous proposer mon avis ou mon opinion. Je pense que c'est un aspect qu'il faut vraiment débattre en groupe avec dans quelle direction on veut aller. Je ne vais pas commenter, on pourrait y revenir tranquillement. J'ai essayé de synthétiser les dimensions ici, avec peut-être deux idées forces. La voie inhalée a un effet renforçateur lié à l'addiction, et la forme orale a divers avantages qui peuvent être mis à profit. Quelques aspects pratiques et cliniques ici qui sont tirés de l'expérience du cannabis thérapeutique jusqu'à présent. Je passe là-dessus rapidement. Alors, avec quand même une idée force qui sort de tout ça, c'est que quelle dose on va donner. Alors, vu la complexité à tous les niveaux, c'est impossible de dire je vais vous donner 2,5 mg. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est, écoutez, commencez doucement et puis augmentez en dose doucement. Donc je terminerai par cette diapositive avec quelques idées, soit issues des données que j'ai compulsées, soit des avis un peu personnels ou des aiguillons que là aussi je voudrais vous proposer. Une légalisation, alors qu'elle soit récréative, je ne parle pas de la France, ou thérapeutique, je pense qu'il ne faut pas s'imaginer que ça stabilise un marché déjà en œuvre, mais au contraire, ça fait un appel d'air et ça incite à une offre industrielle très grande. C'est ce qu'on observe typiquement dans les autres pays.
depuis quelques années l'évolution de ce secteur ou de ce cannabis thérapeutique à partir de formes très brutes qui sont l'herbe ou la résine fumée. Ça évolue de plus en plus vers des formes technologiquement avancées. Et là, je décèle une ironie de l'histoire dans ce sens que on critique toujours l'industrie pharmaceutique avec c'est de la chimie, c'est des formes très, très purifiées, il n'y a pas cet effet de synergie, etc. Et comme par hasard, plus les données s'accumulent, plus c'est les formes vers lesquelles on aboutit, et plus les gens poussent vers oui, il faut plus de qualité. Donc c'est toujours, voilà, je remets en cause les modes populaires qui sont toujours très critiquables. De mon point de vue, toutes les variabilités dont on a parlé toute la matinée, pas que moi, à tout niveau, matières premières, administration, etc., à mon avis, ne devraient pas être du ressort de l'utilisateur. Donc ce n'est pas à l'utilisateur de gérer lundi un échantillon ou un extrait très fort en THC, et puis samedi, ah bah, il avait plus ce lot-là, donc c'est un autre, je ne sais pas ce qu'il vaut, il faut que je teste. Je pense que ce n'est pas à l'utilisateur de réguler cette variabilité. Je pense aussi que c'est tout à fait appréciable et remarquable et formidable que la France s'occupe de ce point de là, du chanvre de cannabis thérapeutique à travers vous. Et je pense qu'il faut saisir l'occasion pour être en avance sur les formes galéniques et pas reproduire les erreurs entre guillemets d'autres pays, l'Espagne par exemple, qui ont rencontré tous ces problèmes de variabilité, de l'eau pas reproductible, de matières premières difficiles à trouver. Donc voilà, il y a un effort à faire là. Pas forcément la solution tout de suite, mais c'est quelque chose qu'il faut garder en mémoire. Je présume, pour être pharmacien, que l'objectif ici est de garantir une certaine qualité pharmaceutique à cette matière première, donc sur le mode des AMM allégés. Dans ce cas-là, la question que je pose, c'est comment garantir une reproductibilité à moindre coût, c'est-à-dire dans une filière qui n'est pas forcément des spécialités industrielles, pharmaceutiques, etc., sans favoriser telle ou telle marque, le Sativex par exemple. Ok, on autorise le Sativex et il n'y a que celui-là qui peut être utilisé. Vous voyez qu'il y a un continuum là de possibilités dans lequel je vois deux grandes questions pour lesquelles, à mon avis, le comité doit réfléchir et prendre position. Est-ce qu'on autorise, comme c'est la plupart des cas dans les autres pays, une expérimentation personnelle, c'est-à-dire que chaque personne va déterminer si l'huile c'est mieux, fort CBD ou moitié-moitié THC CBD c'est mieux, est-ce que le vaporisateur de marque X ou Y il est mieux, est-ce que c'est à l'utilisateur de faire ça, ou au patient, ou est-ce que l'objectif, sur la base d'une qualité très maîtrisée, c'est de dire ok, on choisit telle forme et on veut la contrôler avec telle méthode, monographie ou autre, il y a des dizaines et des dizaines de méthodes de dosage, il faut garder ça en mémoire aussi, pas forcément opposables mais qui ont leur qualité, avec, voilà, est-ce que c'est une forme, une façon de doser, mais ça va du coup restreindre la souplesse d'utilisation à laquelle les utilisateurs sont déjà habitués et ont beaucoup d'attentes de ce domaine-là. Donc c'est un petit peu antinomique, mais voilà, c'est mon dernier commentaire avec beaucoup de références que je vous mets à votre discrétion. Et encore une fois, merci de m'avoir permis de contribuer à ces réflexions. Merci beaucoup pour cette présentation très détaillée. Je passe la parole à Laure Coppel. Merci beaucoup. Oui, effectivement, on voit que ça ouvre encore des champs de complexité, mais c'est vraiment intéressant. À vous écouter, je fais le rapprochement avec des molécules qu'on a bien l'habitude d'utiliser, notamment les opiacés, où on a des médicaments à libération prolongée et des médicaments à libération immédiate. Est-ce que ça vous semblerait légitime de quand même avoir peut-être deux propositions, c'est-à-dire avec la possibilité de proposer des traitements au long cours et qui seraient donc, je comprends, plutôt oral, et donc avec quelque chose qui dure longtemps mais qui n'agit pas très vite, et une autre proposition qui serait peut-être plutôt inhalée et qui pourrait répondre à la demande de certains, parce qu'on sent que peut-être que certains sont un peu, en tout cas, demandeurs de ce type de voix, mais qui serait plutôt pour des épisodes aigus. Enfin, qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Je pense que idéalement les deux formes devraient exister.
avec la possibilité d'avoir plutôt des traitements de fond et plus ou moins des formes à libération immédiate si besoin, comme on le fait, on va dire, pour éviter justement d'avoir uniquement un effet de renforçateur positif qui pourrait... Quelle autre question? Oui, Georges Brousse. Oui, merci pour votre présentation. Plusieurs réflexions. D'une part, c'est vrai que la forme orale de ce que nous disent les patients, enfin de ce qu'ils prennent dans les résines consommées sous forme de space cake, enfin de cannabis sous forme de gâteau, par exemple, c'est qu'il y a des diversités d'effets, c'est incontrôlable, donc une grande difficulté, on maîtrise peu ça, en fait, c'est vrai. Il faut le rappeler, cette difficulté de l'absorption qui est très différente en fonction des individus. Sur la forme inhalée, je pense qu'il y a, alors là je connais, enfin, d'après ce qu'on en voit quand même sur la vaporisation, l'effet renforçateur est probablement quand même moindre que sur la forme fumée. L'effet addictif est moindre quand même. Pour un des points pour argumenter cela, c'est que les patients passent très peu à la forme inhalée quand ils sont à la forme fumée et que l'évolution de l'effet renforçateur se recherche par des formes fumées plus intenses, comme du passage du joint à la douille. Mais quand les patients passent du joint à la forme inhalée, à la vaporisation notamment, sous forme, alors, pour peu qu'ils aient les liquides, c'est plutôt dans une démarche de réduction de risque et une démarche de contrôle de la consommation. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas addictogène, mais je pense qu'à moindre risque et à meilleur contrôle. Et le dernier point, c'est vrai qu'on est en fait entre deux choix. Hein, c'est la recherche qu'on a vue ne nous produit pas des dosages, des taux de cannabidiol ou de THC qu'on pourra presque... On ne sait pas en fait. On ne sait pas, donc on va être obligé quand même de s'appuyer, de mon point de vue, sur le savoir expertal des patients. Donc on va être plutôt dans cette configuration-là, en attendant que la recherche produise d'autres données. Mais les données de la recherche, elles ne viendront pas avant 5 ans. Et donc on ne peut pas aujourd'hui avoir des recommandations en termes précises de taux ne serait-ce que de cannabidiol ou de THC pour soulager tel ou tel mot. D'autant plus que par ailleurs, vous l'avez fort bien démontré, il y a d'autres éléments qui interviennent dans les faits dont on n'a pas encore mesuré l'efficacité, ne serait-ce que sur les formes acides. J'ai bien apprécié la remarque que vous avez faite. Je peux répondre deux points. Sur la potentialité moins renforçatrice des vaporisateurs, je pense que ça peut être lié. Le fait que les formes récréatives plus fortes soient des combustions ou à des chaleurs très grandes, à mon avis, ça augmente la proportion de THC neutre non décarboxylé. Je pense que là, il y a peut-être une proportion, une libération de THC moins importante dans les formes vaporisées. Excusez-moi, ça peut pas être aussi lié au fait que souvent les joints sont mélangés aussi à du tabac et que du coup il y a une addiction croisée aussi avec justement les composés du tabac, la nicotine. Peut-être. Et sur le deuxième point, c'était, rappelez-moi, ça m'échappe. Sur le fait qu'on aura des difficultés à avoir voilà, c'est ça. Je pense que si on regarde des concentrations plasmatiques, on peut trouver une voie directrice entre 50 et 100 nanogrammes ml. Ça a l'air d'être responsable d'effets cliniques. Donc ça, oui. Par contre, le ramener à une quantité THC en milligrammes dans une forme donnée, alors ça, c'est là toute la difficulté. Mais plasmatiquement, on peut trouver des valeurs cibles, en quelque sorte. Oui, enfin, dans la mesure où là on est dans une démarche thérapeutique, au fond il faut qu'on se donne des objectifs, d'avoir à disposition ces produits sous une forme qu'on a sécurisée. Donc on n'est pas obligé de chercher à sécuriser tout le domaine du possible, de tout ce qu'on va trouver sur Internet comme offre. On n'est pas obligé de travailler dans tous ces domaines. Mais au moins, est-ce que ça vous paraît raisonnable que dans un avenir relativement proche, on arrive quand même à avoir une certaine qualité de données qui nous permettrait, en fonction du type de cannabinoïdes que l'on veut sélectionner, d'avoir des produits qui soient à disposition et qui aient une qualité de fabrication qui soit, et de mise à disposition qui soit bonne. Je pense que c'est tout à fait possible de dire dans quelques mois,
telle forme à tel pourcentage est autorisée pour l'usage thérapeutique. Ça, je pense que c'est tout à fait le cas, mais il y aura une déception des patients parce qu'il n'y aura pas la flexibilité, il n'y aura pas une variété plus fort en CBD, plus fort en THC, avec tel terpène qui sera plutôt relaxant, tel terpène plutôt dynamisant. Donc voilà. Il faut faire attention parce qu'il y a aussi des choses qui sont plutôt du domaine des croyances que des choses qui sont démontrées dans les propos ou dans les interprétations que peuvent donner les patients ou qu'ils l'utilisent dans un but récréatif. Je pense que là, il s'agit d'ouvrir la porte et de se donner un cadre qui soit atteignable. Autrement, on risque de ne rien faire devant la complexité et la difficulté de la tâche. Oui, je suis d'accord avec cette dernière remarque. Ça implique quand même que l'on puisse réfléchir à un minimum en pratique de capacité à titrer. C'est ce qui a été dit, hein, on commence bas et on monte doucement, ne serait-ce que pour éviter certains effets indésirables qui feraient que les gens sortiraient du traitement et donc il y aurait une perte de chance d'atteindre une certaine efficacité. C'est déjà le cas dans certains essais qui sont publiés dans la littérature. On voit qu'effectivement, il y a parfois 30 à 40% des patients qui quittent le traitement parce qu'ils le tolèrent mal, enfin ils le supportent mal. Donc c'est clairement pas anodin, avec des effets indésirables classiques, notamment les effets sur la vigilance et les effets anxiogènes de ces préparations. Donc il y a une notion de titration qu'il faudra qu'on puisse concevoir, et en tout cas il devra être prévu, et si on veut pouvoir titrer, il faut avoir à disposition des formes qui nous permettent de le faire, c'est-à-dire soit déjà des formes unitaires, des dosages unitaires préétablis, soit un dosage, soit je ne sais pas, si on parle d'huile par exemple, j'imagine qu'on peut titrer en donnant une goutte, puis 2 gouttes, puis 3 gouttes, enfin voilà, en tout cas des formes qui nous permettent de titrer avant de pouvoir bien cerner effectivement le vrai dosage en milligrammes qui pourrait être ensuite modélisé dans des gélules, enfin des capsules avec des huiles, etc. Ça c'est important pour la voie orale. D'après ce qu'a dit Georges, moi je suis moins inquiet dans le cas d'un usage thérapeutique, parce que dans l'usage récréatif, effectivement, il y a quand même une absence totale de maîtrise de ce que l'on consomme comme type de cannabis, de ce qu'on va mettre réellement dans le space cake ou dans la nourriture utilisée. Et certes, il y a des variabilités de biodisponibilité, mais ça, on l'a aussi avec les médicaments. Il y a certains médicaments, lorsqu'on regarde la pharmacocinétique, on a des variations de 2 à 3. Donc, je suis moins inquiet. Je pense que dans un cadre thérapeutique où on standardisera bien d'abord l'effet recherché, qui n'est pas le même, et le produit qui sera toujours le même, et la quantité qui sera dosée de la même façon, on doit pouvoir quand même avoir une voie orale qui apporte, j'espère en tout cas, une meilleure maîtrise des effets. Oui, alors ça me rassure. Sur les aspects, pour répondre au savoir expérientiel des patients et ce qu'ils nous disent, on pourrait peut-être imaginer, au-delà de la titration, d'avoir plusieurs formes galéniques, enfin, avec des proportions différentes en CBD et THC, à différents dosages. Donc on pourra cibler un certain nombre quand même d'éléments de titration qui ont été déjà proposés par les patients. Alors à ce stade, la question qui se pose, c'est qui va les préparer et comment. Ça, c'est aussi une question à laquelle il va falloir, je sais pas... Est-ce que c'est centralisé? Est-ce que c'est une pharmacie hospitalière qui peut faire ça et qui dispatche? On nous a proposé plusieurs possibilités, mais... Voilà, faire. Il n'y a pas une région là qui serait prête à... Alors attendez, la question de la culture, alors ça c'est encore toute une autre constellation de problèmes. La région, c'est là, pour le coup, j'en connais un peu quelque chose. Il ne faut pas confondre chanvre à fibre, qui est autorisé en France sans réserve, enfin moyennant quelques limitations sur des variétés à CBD, incidemment. Et puis les caractéristiques d'une culture de chanvre à THC ou à destination de la pharmacie. Donc, est-ce que ça doit être en enclos, en serre? Ça ne va pas être les mêmes variétés. Actuellement, les variétés, il y a un secteur du chanvre à fibre très important en France. Ce serait pertinent de rebondir là-dessus, sur cette expertise. Mais depuis les 30 ou 40 ans qu'ils travaillent, ils se sont toujours abstenus de s'approcher du domaine thérapeutique. Donc on a on est complètement en retard là-dessus. Donc ce serait dommage d'être comme les Allemands à devoir importer, alors qu'on a une expertise en France. Mais voilà, les modalités pratiques sont complexes. Après, on voit quand même qu'il y a, en plus des producteurs de chanvre à fibre,
il y a un certain nombre d'acteurs là qui se positionnent d'une façon assez nette concernant le cannabis à visée thérapeutique. malgré tout. Oui, mais je pense qu'ils ne sont pas conscients de tous Non, les non, tout à aspects fait, pharmaceutiques. mais- Ils sont voilà. très loin Dans d'avoir tous une les cas, idée. il y a du monde sur les rangs. Et ils surfent sur la mise à disposition d'une molécule qui est absolument sans aucun danger. Il y a des dossiers qui sont déposés pour que le CBD soit un novel food. Donc, ouais, ça part vraiment dans tous les sens. Et je pense qu'il faut réfréner les tendances du grand public qui, en regardant ce qui se passe dans d'autres pays, pensent que voilà, les vannes vont s'ouvrir. Et c'est facile, il n'y a qu'à planter d'autres graines et ça marchera. C'est quand même plus compliqué. D'accord, merci. Donc, vous avez bien dit que le CBD n'était pas sans aucun danger. Je ne dirais pas qu'il est psychoactif parce qu'il est plutôt dépresseur du système nerveux central, mais à ce titre, Donc il peut se psychoactif. classer. Donc psychoactif. Il peut se classer tout à fait pertinemment dans les classifications de Deniker et autres comme neuroleptique ou voilà, Donc psychoactif. parce que on dit. Non, je voudrais. Voilà, psycho. Ce qui se passe, c'est que on dit que le CBD n'est pas psychoactif, quand bien même on l'utilise contre l'épilepsie. Donc c'est pas possible. Il a un effet sur le système nerveux central. Il est plutôt anxiolytique, plutôt dépresseur. Donc dans le grand public, psychoactif, c'est qui stimule. Donc c'est pour ça que j'essaye de garder le terme Ce qui avait été aussi psychoactif. discuté, c'est l'effet addictif. Oui. Mais l'effet psychoactif, il est quand même assez clair. C'est l'effet addictif qui est plus discuté, par contre. Pour Moi, pour je suis le d'accord. CBD. Oui. Je pense s'il existe, pour l'instant, il n'est pas forcément extrêmement bien caractérisé. Mais c'est pas une molécule anodine au niveau du système nerveux central. Très bien. Sinon, c'est bien dans votre présentation que en fait, j'avais lu que le 30% du Oui. THC était détruit par combustion. Donc ça montre que les dossiers ont été préparés en amont quand même. Hein. Clairement. Très bien. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres marques encore? On profite de vous tant que vous êtes là. Non? Parfait. Et on vous remercie beaucoup pour Merci cette présentation.